Bonjour. Je suis Marc Laslett et je vous souhaite la bienvenue à cette présentation sur la définition et l'utilité du concept de lombalgie non spécifique. Il s'agit d'une version modifiée d'une conférence inaugurale que j'ai présentée lors de la 5e conférence On au Caire en février 2023. Ici, je déconstruis le concept de boîte noire de la lombalgie non spécifique en posant la question. Est-ce un concept bon et utile, ou est-ce un vieux concept depuis longtemps dépassé ? J'ai utilisé ChatGPT pour la plupart de la traduction en français, et la traduction a été relue et corrigée par mon collègue Dr Jean-Philippe Deneville. J'ai utilisé la fonctionnalité d'intelligence artificielle d'Amazon Polly pour créer l'audio. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous trouverez ces informations précieuses. Peut-être aurai-je le plaisir de vous retrouver lors de mon cours en mai 2024 à Paris, en France. Je suis sûr que vous savez tous que les douleurs lombaires sont la principale cause d'années vécues avec un handicap, et cela a été pleinement documenté depuis 1990. En 2017, la prévalence ponctuelle à l'échelle mondiale était de 7,5%. Cela signifie que plus d'un demi-milliard de personnes souffrent de douleurs lombaires à tout moment donné. Dans les pays industrialisés, la prévalence ponctuelle peut atteindre jusqu'à 15%. Ce chiffre augmente avec l'augmentation de la population, bien entendu, mais aussi en raison du vieillissement de la population. Des directives nationales pour l'évaluation et le traitement des douleurs lombaires sont disponibles dans la plupart des pays développés. Bien qu'il existe de légères différences dans l'interprétation des preuves disponibles, il y a un consensus fort entre les différentes directives. Il est soutenu que 80 à 90% des patients atteints de douleurs lombaires sont catégorisés comme souffrant de douleurs lombaires non spécifiques, et il est rapporté que ces cas ont un bon pronostic car ils récupèrent généralement. Les traitements recommandés reflètent cette catégorisation de non-spécificité, car ils ne sont pas spécifiques quant à la cause ou à la source de la douleur dans le dos. Je vous demande de réfléchir à ce qui me semble être une contradiction inhérente entre la charge mondiale connue des douleurs lombaires et cette idée persistante selon laquelle un épisode de lombalgie se résout spontanément et que les patients récupèrent généralement. Bien sûr, il est vrai que la majorité des épisodes aigus s'améliorent, et la plupart des patients atteints de douleurs lombaires continuent à mener leur vie et à travailler. Cela ne signifie pas pour autant que le problème est anodin, ni que nous devrions ignorer le fait de son taux élevé de récurrence, et que de nombreuses personnes souffrent de douleurs persistantes entre les épisodes. Les douleurs lombaires sont présentes chez l'humanité depuis l'Antiquité. Elles sont universelles et touchent les hommes et les femmes, de l'enfance à la vieillesse. Elles font partie de la condition humaine. Comme vous le savez, la grande majorité des personnes connaîtront des douleurs lombaires à un moment donné de leur vie, et pour beaucoup, il s'agit d'un problème récurrent et épisodique. Les récurrences peuvent être extrêmement fréquentes, avec de graves épisodes douloureux plusieurs fois par an, ou occasionnels et légères, ne se produisant que tous les quelques années. Ces articles vous donneront un bon aperçu de l'évolution naturelle des douleurs lombaires telle qu'elle est observée en soins primaires. La plupart des épisodes aigus s'améliorent au cours des 4 premières semaines, parfois spontanément en un jour ou deux. Cependant, un mois après le début initial, plus des 2/3 des patients ressentent encore des douleurs légères, un tiers a des douleurs modérées et environ un quart présentent des limitations importantes de l'activité. À 12 mois, un tiers signale toujours des douleurs intermittentes ou persistantes d'intensité modérée. Un patient sur 7 signale des douleurs lombaires sévères, et 1 sur 5 signale des limitations importantes de l'activité. Je vous demande de réfléchir à ce mantra persistant et souvent répété selon lequel la lombalgie aiguë a un bon pronostic. Ce mantra est souvent récité et sert à rassurer ceux qui croient en une interprétation populaire des preuves selon laquelle il n'existe pas de traitement supérieur à un autre pour la lombalgie et par conséquent, il n'y a aucun intérêt à financer le traitement. Les compagnies d'assurance et les systèmes de santé gérés par l'État ont un intérêt évident derrière cette logique. Le conflit d'intérêts est plutôt évident, je pense. Je vous rappelle que la lombalgie persistante commence par un épisode aigu, pas nécessairement grave. De nombreuses histoires commencent de manière insidieuse ou soudaine sans raison apparente, mais il y a un début. La majorité, pas une majorité écrasante, mais une majorité néanmoins, a un bon pronostic, mais gardez à l'esprit qu'une grande minorité a des problèmes persistants ou récurrents de douleur ou d'interférence avec l'activité de handicap. Définissons d'abord nos termes.
Comme point de départ, j'utiliserai les définitions des professeurs Marr, Underwood et Bourbinder. La douleur lombaire peut être définie comme un symptôme plutôt qu'une maladie. Tout comme d'autres symptômes tels que les maux de tête et les vertiges, elle peut avoir de nombreuses causes. La douleur lombaire non spécifique est la forme la plus courante de douleur lombaire. Ce terme est utilisé lorsque la cause patho-anatomique de la douleur ne peut pas être déterminée. De plus, le diagnostic de douleur lombaire non spécifique implique l'absence de cause patho-anatomique connue. Je tiens à revenir sur deux affirmations communément admises lorsque l'on parle de lombalgie. La première est que la plupart des patients ne peuvent pas recevoir un diagnostic. Cette affirmation reflète la mentalité de ceux qui estiment qu'il n'est pas possible de diagnostiquer les sous-ensembles patho-anatomiques des douleurs lombaires. Cette vision nihiliste est manifestement incorrecte, selon ma propre expérience et les recherches publiées, ainsi que les données publiées par d'autres groupes de recherche. Comparez cette affirmation nihiliste avec celle-ci. C'est que la plupart des patients ne reçoivent pas de diagnostic. C'est là où aucun diagnostic n'est tenté, où les cliniciens ne sont pas formés pour poser un diagnostic, ne s'intéressent pas au diagnostic patho-anatomique possible, ou sont simplement inconscients de l'existence de sous-ensembles diagnostiques de la douleur lombaire non spécifique. Cette affirmation est vraie en partie en raison de la disponibilité limitée de procédures de diagnostic spécialisées effectuées par des médecins. De plus, permettez-nous de définir ce que nous entendons par triage diagnostique, un terme utilisé dans la majorité des directives. Oliveira et ses collègues ont passé en revue 13 guides de recommandations de bonnes pratiques différentes pour le diagnostic et la prise en charge des douleurs lombaires. Ils indiquent qu'ici, plus de la moitié de ces guides recommandent un triage diagnostique pour classer les patients dans l'une des trois catégories suivantes, douleurs lombaires non spécifiques, radiculopathie et sciatique, ou douleurs lombaires spécifiques. Ils ont également constaté que les autres directives recommandent une classification simple en deux parties. Ces directives considèrent la douleur radiculaire et la radiculopathie comme relevant de la catégorie des affections spécifiques, aux côtés de l'infection, des fractures, du cancer, etc. Soyons maintenant clairs sur ce que les guides de recommandation, ainsi que les essais randomisés contrôlés sur lesquels elles sont basées, entendent par douleur lombaire spécifique. Aux yeux de ces guides, les diagnostics de douleur lombaire spécifique incluent l'infection, le syndrome de la queue de cheval, la fracture, la sténose et l'arthrite inflammatoire. La plupart de ces affections sont identifiables par des techniques d'imagerie de haute technologie telles que l'IRM. Ces affections spécifiques représentent environ 1% des patients consultant en soins primaires. La deuxième affection spécifique mentionnée dans les directives est le tableau clinique de la douleur radiculaire, avec ou sans radiculopathie, le plus souvent causée par une hernie discale lombaire entraînant une irritation et une compression des racines nerveuses. Cela représente encore 5 à 10% des patients se présentant en soins primaires avec des troubles liés à la douleur lombaire. Il convient également de noter que l'impact d'une hernie discale sur une racine nerveuse est une perturbation identifiable par IRM. Je tiens à souligner que ces affections spécifiques peuvent être visualisées sur une IRM car c'est ce dont les chirurgiens ont besoin pour cibler une intervention chirurgicale spécifique. De nombreux chirurgiens s'appuient presque exclusivement sur l'imagerie pour identifier ces causes spécifiques de douleurs liées à la colonne lombaire. Le reste des présentations de douleurs lombaires, soit environ 90% des cas, est regroupé dans une seule catégorie que les directives désignent comme douleurs lombaires non spécifiques. Cette fusion de différentes sources et causes de douleurs lombaires est placée dans une boîte noire, comme s'il s'agissait d'une seule affection. Pour la plupart des chirurgiens, c'est effectivement une seule condition, simplement parce que c'est ainsi qu'ils identifient les patients pour lesquels ils ne souhaitent pas donner d'avis clinique. Ce sont des patients que les chirurgiens préfèrent voir pris en charge en dehors du contexte chirurgical. D'où vient réellement le concept de la douleur lombaire non spécifique ? Autant que je puisse le déterminer, c'est dans les années 1980 que les chirurgiens ont été sollicités pour répondre aux demandes des médecins généralistes concernant les patients à orienter vers une évaluation chirurgicale et une éventuelle intervention chirurgicale. Inévitablement, les réponses à ces questions tout à fait légitimes provenaient d'une perspective chirurgicale. Les chirurgiens souhaitent évidemment voir les patients atteints de conditions qu'ils peuvent traiter avec succès par la chirurgie, ou qui pourraient nécessiter une intervention chirurgicale ou des soins hospitaliers.
Les 80 à 90% restants des patients se présentant chez les médecins généralistes avec des douleurs lombaires étaient simplement relégués à cette catégorie de douleurs lombaires non spécifiques. Cette réponse tout à fait raisonnable à des questions légitimes posées par les médecins généralistes, qui voient un grand nombre de patients souffrant de douleurs lombaires, a été, à mon avis, élevée au rang d'un processus diagnostique qui n'était pas vraiment prévu à l'origine. Alors, qu'est-il arrivé? À la douleur facétogène? À la douleur de l'articulation sacro-iliaque? À la douleur discogène? À la douleur des plateaux vertébraux et vertébrogènes? Ces douleurs n'existent-elles pas? Eh bien, si, elles existent. Nous disposons de critères standards de diagnostic pour identifier ces conditions douloureuses. Cependant, les interventions diagnostiques sont coûteuses et dans une certaine mesure invasives, et nécessitent des médecins spécialistes formés aux méthodes interventionnelles nécessaires pour confirmer les diagnostics. Quand on m'a demandé de présenter une conférence inaugurale à cette conférence, j'ai été conscient du fait que je ne suis pas un universitaire professionnel, ni un enseignant à temps plein. Je suis un clinicien qui a effectué des recherches, publié quelques articles et enseigné assez régulièrement pendant une période de 30 ans. Alors, ce que j'ai pensé devoir faire, c'est de vous donner un petit aperçu de ce à quoi ressemble ma journée. J'ai pris les 2 dernières journées de clinique du mois de décembre de l'année dernière et j'ai remarqué que j'avais vu 6 nouveaux patients pour des problèmes de douleurs lombaires. J'ai pensé que je devrais regarder quels patients répondaient aux critères diagnostiques basés sur les recommandations de bonne pratique, puis voir si j'avais effectivement établi un diagnostic spécifique que les directives ne mentionnent pas. Le premier patient était une enseignante contorsionniste dans une école des arts du cirque âgée de 32 ans. Une profession inhabituelle. Elle présentait une douleur dorsale d'apparition soudaine il y a 3 semaines alors qu'elle effectuait un mouvement familier pendant son cours. Elle a ressenti un craquement dans son dos, et la douleur était si intense qu'elle s'est rendue au service des urgences, qui l'a finalement orientée vers moi car elle ne remplissait pas les critères d'intervention chirurgicale ou d'admission à l'hôpital. Elle avait une importante déviation latérale droite du tronc. J'ai vérifié les drapeaux rouges présents chez cette patiente et je n'ai pas retrouvé de preuve de lésion de la queue de cheval ou d'autres affections graves. Mon examen neurologique n'a révélé aucune preuve d'atteinte des racines nerveuses, et les tests d'élévation jambes tendues étaient supérieurs à 130 degrés des 2 côtés sans provoquer de symptômes aux jambes. Elle avait des antécédents de crise de douleur lombaire et une IRM datant de 2 ans était disponible. Vous pouvez voir une discopathie à L4/5 qui inclut une déchirure annulaire postérieure qui semble être remplie de matière nucléaire ou d'autres fluides. Le patient suivant était une femme de 60 ans souffrant de douleurs lombaires épisodiques depuis 10 ans. Elle n'était pas très claire dans le récit de l'histoire de son problème, de ce fait il n'était pas facile d'obtenir une bonne anamnèse. Cependant, son examen neurologique était normal, et les tests d'élévation jambes tendues étaient également très flexibles, atteignant 130 degrés des 2 côtés sans provoquer la moindre douleur. En examinant l'articulation sacro-iliaque et la hanche, je n'ai trouvé aucune preuve de douleur provoquée par l'articulation sacro-iliaque, la hanche ou les structures profondes du muscle fessier. J'ai conclu qu'elle souffrait soit de douleurs discogènes se référant dans les fesses et la cuisse, soit de douleurs facétogènes, peut-être des deux. Voici une bonne question pour vous, en ayant éliminé tout sauf les douleurs discogènes ou facétogènes, cela vous permet-il de classer ce patient comme étant non spécifique? Un point discutable. Ma patiente suivante était une femme de 55 ans dont les symptômes étaient présents depuis une semaine. Les symptômes sont apparus lorsqu'elle marchait. Il n'y avait pas de traumatisme ni d'événement particulier. Elle m'a été adressée par le service des urgences car il n'y avait pas de drapeau rouge et seulement des preuves faibles d'une radiculopathie de L5, que j'ai confirmée cliniquement. J'ai prescrit une IRM qui a confirmé le diagnostic clinique d'une hernie discale de L4/5 affectant la racine nerveuse L5 à droite. Ensuite, je l'ai orientée vers une injection épidurale de stéroïdes transforaminaux dirigée vers la racine L5, qui a été réalisée environ 12 jours plus tard. Au moment où elle est venue pour l'injection épidurale, elle avait déjà commencé à s'améliorer, et le 10 janvier, soit environ 3 semaines après sa première visite aux urgences, elle était essentiellement asymptomatique et a été renvoyée chez elle.
Ma patiente suivante était une femme de 23 ans qui avait été référée par le service des urgences en raison de douleurs lombaires centrales dominantes, bien que la douleur ait commencé légèrement du côté droit de la jonction lombo-sacrée. Elle ressentait des douleurs vagues dans les hanches et les fesses, mais il n'y avait aucune preuve de signaux d'alarme ou de signes neurologiques. Elle présentait un shift vers la gauche qui était rapidement réversible initialement avec une correction manuelle suivie de procédures d'autocorrection suivies d'une récupération par extension, qu'elle a appris et pratiqué à la clinique lors de la première consultation, et qu'elle a poursuivi comme programme d'exercice à domicile. Il s'agissait de son deuxième épisode, le premier datant de 2 ans auparavant. Cet épisode avait été traité par 2 mois de manipulation chiropratique qui ne semblaient pas l'aider. Elle avait interrompu ce traitement et avait finalement récupéré spontanément en l'espace d'1 mois environ. Cette patiente serait clairement classée comme souffrant de douleurs lombaires non spécifiques selon les recommandations des lignes directrices. Cependant, la réversibilité rapide de la condition avec la correction du décalage et la récupération par extension me permet de conclure que la douleur est d'origine discogène. Le patient suivant était légèrement plus complexe. Elle était une femme de 46 ans avec 2 problèmes apparemment différents mais étroitement liés. Elle avait souffert de douleurs au niveau de la fesse gauche depuis l'âge de 18 ans, moins sévères que les douleurs médianes. Ces douleurs médianes de la colonne vertébrale, à la fois dans les régions lombosacrées et médianes lombaires, avaient commencé environ 5 mois auparavant après être descendues d'un mur. Les symptômes de douleur centrale dans le dos montraient une préférence directionnelle claire pour l'extension, mais les symptômes de la fesse gauche ne changeaient pas lors de tests de mouvements répétés. En fin de compte, j'en suis venu à la conclusion que les symptômes de la fesse gauche provenaient de l'articulation sacro-iliaque gauche. Elle a été référée pour confirmation du diagnostic par des blocs contrôlés. Un autre exemple de douleur lombaire non spécifique conformément aux directives. Le dernier des 6 patients était un homme de 32 ans qui a dessiné ce diagramme corporel. Les symptômes du fessier droit étaient actuellement prédominants, mais il décrit également des symptômes du fessier gauche comme ayant été prédominants au début. Il avait une douleur alternante au niveau des fessiers. Les symptômes étaient présents depuis de nombreux mois, et son médecin avait organisé des tests sanguins révélant qu'il était positif pour le LAB27. Je suis d'accord avec son médecin généraliste pour dire qu'il a probablement une spondyloarthropathie axiale. Ces 6 patients sont typiques de ma journée de travail. La plupart d'entre eux peuvent être diagnostiqués en se basant sur des preuves publiées. 2 d'entre eux avaient des diagnostics réduits à 2 entités possibles différentes. On pourrait soutenir que parce que je n'ai pas pu distinguer 2 causes possibles différentes des symptômes lors de la consultation initiale, ces patients étaient non spécifiques. C'est un point discutable, mais je ne serais pas convaincu par l'argument selon lequel le diagnostic n'est pas possible. À mon avis, le diagnostic est possible dans tous ces cas, et ceux qui sont moins certains sont en train de faire affiner leur diagnostic. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce que signifie vraiment la non-spécificité en ce qui concerne les douleurs lombaires. La première chose que je veux que vous compreniez, c'est que la douleur lombaire non spécifique n'est pas un diagnostic. C'est ce avec quoi le patient se présente et vous demande d'évaluer et de traiter. La douleur lombaire non spécifique est une collection hétérogène de multiples entités possibles différentes, notamment les pathologies discogènes, facétogènes, vertébrogènes et les pathologies de l'articulation sacro-iliaque en tant que source de nociception. Ce sont les principales que nous savons exister, avec une prévalence connue, établie et rapportée dans la littérature. À mon avis, un patient devrait être considéré comme ayant une affection non spécifique avant même que votre évaluation ne commence. Dès que vous commencez à recueillir des données sur votre patient, le degré d'incertitude quant au diagnostic diminue. Les probabilités évoluent et changent à mesure que vous en apprenez davantage sur votre patient. La spécificité augmente avec les connaissances et l'évaluation. Par exemple, une femme athlétique en bonne santé de 36 ans qui présente des douleurs au dos et aux fessiers dominants depuis le 3e trimestre de sa 3e grossesse il y a 6 ans a beaucoup plus de probabilité d'avoir une douleur de l'articulation sacro-iliaque que des douleurs discogènes ou facétogènes. Inversement, un ouvrier de 21 ans qui développe des douleurs au milieu du dos qui ont commencé il y a 3 mois en soulevant une scie radiale de 50 kg au travail a beaucoup plus de chances d'avoir des douleurs discogènes que des douleurs de l'articulation sacro-iliaque ou des facètes. La non-spécificité n'est pas un objectif, un but ou un diagnostic, c'est une admission d'ignorance.
C'est là où nous commençons. À la base du raisonnement clinique diagnostic scientifique se trouve l'idée que la probabilité d'un processus pathologique est égale à sa prévalence. Ces valeurs de prévalence proviennent du rapport de Palma et al. Sur un échantillon de patients en soins secondaires souffrant de douleurs dorsales. La prévalence estimée de la douleur discogène est d'environ 40%. La prévalence globale estimée de la douleur facétogène pourrait atteindre 30%. Certaines estimations de la prévalence de la douleur de l'articulation sacro-iliaque vont jusqu'à 18%. Le syndrome radiculaire représente 10% des cas. Un bon point de départ pour recueillir des données auprès des patients est de leur faire compléter un dessin de leur douleur. J'utilise des dessins de douleur depuis le début des années 1980 et j'utilise maintenant une palette de couleurs standardisée que j'ai empruntée au défunt Dr Charles April à la Nouvelle-Orléans. Le rouge indique une douleur aiguë et poignante. Le jaune représente une douleur profonde, lancinante et mal définie. Le bleu est utilisé pour les sensations de chaleur ou de froid. Le noir est pour l'engourdissement et le vert pour les paresthésies. Le brun est pour la raideur et d'autres descriptions de symptômes différentes. Ce patient avait une douleur discogène confirmée par discographie de provocation. Ce patient avait une douleur facétogène confirmée par des blocs diagnostiques contrôlés. Ce patient de 17 ans avait une douleur de l'articulation sacro-iliaque initialement diagnostiquée cliniquement et confirmée par des blocs diagnostiques et une scintigraphie au NAF-PCT. Ce patient avait une extrusion de disque L5S1 impactant la racine S1, confirmée par IRM et lors de la chirurgie. Les dessins de douleur de chacun de ces patients ont été réalisés par les patients eux-mêmes lorsqu'on leur a demandé de décrire leur douleur. Les 3 premiers patients seraient tous classés comme ayant des douleurs lombaires non spécifiques selon les recommandations de bonne pratique. Le 4e patient serait correctement classé comme ayant un syndrome radiculaire, selon ces mêmes recommandations. Bien que les 3 premiers patients puissent être catégorisés comme ayant des douleurs lombaires non spécifiques selon les recommandations de bonne pratique, ils ont néanmoins des sources de nociception spécifiques connues. Juste pour vous donner une idée de la façon dont nous commençons à déconstruire le concept de douleur lombaire non spécifique, je vais brièvement vous montrer comment la probabilité de ces différentes conditions patho-anatomiques douloureuses change lorsque vous recueillez des informations sur votre patient. Ici, nous avons les probabilités des différentes causes majeures de douleur lombaire affichées sous forme de barres verticales dans ce graphique. La hauteur de chaque barre reflète la prévalence ou la probabilité préalable à l'évaluation des différents sous-ensembles de douleurs lombaires non spécifiques. Pour plus de commodité, j'ai utilisé les prévalences rapportées par De Palma et ses collègues. Les 4 principales catégories sont les suivantes: douleur discogène à environ 40%, articulation facétaire à environ 30%, 18% pour la douleur de l'articulation sacro-iliaque et 10% pour les syndromes radiculaires. La catégorie autre contient toutes les autres conditions spécifiques telles que le cancer, la discite, les fractures, ainsi que des entités cliniques telles que les fractures de stress de la part intra-articularis, la maladie de Bastrup et des conditions inconnues, les vrais cas non spécifiques que nous ne pouvons pas identifier cliniquement. Prenons ce patient souffrant de douleur axiale centrale et symétrique au dos. Le simple fait de savoir que la douleur est située au centre et limitée au dos change considérablement les probabilités. La probabilité que ce schéma de douleur soit causé par les articulations lombaires facettes, les articulations sacro-iliaques, ou une condition que nous appellerions un syndrome radiculaire, est très faible. Les probabilités que le patient souffre de douleurs discogènes augmentent proportionnellement. Maintenant, je vous dis que j'ai examiné ce patient avec une évaluation des mouvements répétés et déterminé qu'il existe un schéma clair de préférence directionnelle vers l'extension. Les probabilités changent à nouveau. Les douleurs facettes et les douleurs de l'articulation sacro-iliaque ne présentent pas de préférence directionnelle, et il est connu que la préférence directionnelle a une très grande spécificité pour une discographie de provocation positive. Par conséquent, la probabilité que ce patient souffre de douleurs discogènes augmente considérablement à mesure que la probabilité d'autres sources et causes de douleurs diminue. Prenons ce patient souffrant de douleurs lombaires unilatérales avec une certaine irradiation somatique vers la fesse. Eh bien, nous commençons avec les mêmes probabilités qu'auparavant. Même si ce patient est toujours classé selon les recommandations comme souffrant de douleurs lombaires non spécifiques, le tableau clinique est différent. Regardez ce qui se passe lorsque nous prenons en compte les résultats cliniques lors de notre évaluation initiale.
Tout d'abord, nous avons noté qu'il n'y a aucune preuve de déficit neurologique. La probabilité que le patient souffre d'un syndrome de douleur radiculaire diminue, et les probabilités des autres affections augmentent en conséquence. Ce patient n'a qu'un seul test de l'articulation sacro-iliaque provoquant une douleur familière. Ainsi, la probabilité d'un problème de douleur à l'articulation sacro-iliaque diminue en conséquence et la probabilité d'autres affections augmente. Lorsque ce patient a été examiné avec l'évaluation des mouvements répétés, il n'y avait aucune preuve d'une préférence directionnelle. Par conséquent, la probabilité de douleur discogène est réduite d'environ la moitié car environ la moitié des cas de douleur discogène ont une préférence directionnelle. L'effet sur la probabilité de la douleur facétaire ou de l'articulation sacro-iliaque augmente proportionnellement. Lorsque vous compilez les données disponibles, vous découvrez que le patient satisfait aux règles de prédiction clinique publiées pour un bloc positif de l'articulation facétaire. Il semble donc que la probabilité que le patient souffre de douleurs facétaires plutôt que d'autres choses est significative. Enfin, nous considérons ce patient qui ressent une douleur dominante dans la région parasacrée droite et les fesses. Encore une fois, les probabilités des différentes sources patho-anatomiques sont les mêmes avant que vous n'évaluiez votre patient. Dans ce cas, il n'y avait aucune preuve d'un déficit neurologique, et donc les probabilités changent comme cela a été le cas pour le patient souffrant de douleurs fessières d'origine facétaire. Encore une fois, l'évaluation des mouvements répétés révèle l'absence du phénomène de centralisation ou de préférence directionnelle, de sorte que la probabilité de douleur discogénique diminue, tandis que la probabilité de douleur d'origine facétaire et articulaire sacro-iliaque augmente. Cependant, ce patient était différent du précédent en ce sens que 4 tests de provocation de l'articulation sacro-iliaque étaient fortement positifs, en l'absence du phénomène de centralisation. La probabilité d'une source de douleur sacro-iliaque augmente de manière significative tandis que la probabilité de douleur d'origine facétaire diminue. Ce ne sont que des exemples de la manière dont le raisonnement clinique scientifique est appliqué dans la vie réelle. Notre connaissance des preuves et de l'application du diagnostic par soustraction nous permet de rejeter, avec une certaine confiance, l'idée traditionnelle que de tels patients ont une source et une cause de leurs douleurs lombaires inconnues ou inconnaissables. Ce système n'est pas parfait, mais rien ne l'est. Il y a encore beaucoup de recherches à faire pour affiner et améliorer ce que nous savons et comprenons à l'heure actuelle. Ce que nous pouvons et devons faire, c'est rejeter l'idée que simplement parce qu'un patient n'a pas une affection avec un drapeau rouge ou une hernie discale lombaire, la condition est par défaut non spécifique et essentiellement inconnue, non seulement inconnue, mais inconnaissable. Nous pouvons et devrions faire mieux que ce que les guides de recommandation actuels laissent entendre. Maurice Vantelde et ses collègues ont publié ce livre en 1999. Je pense que depuis, il y a eu plus de 500 essais contrôlés randomisés portant sur les traitements des douleurs lombaires non spécifiques. Il est désormais clairement évident que rien n'a changé depuis 1999. Les revues systématiques récentes continuent de montrer que les différents traitements pour les douleurs lombaires non spécifiques, ce symptôme, ont un effet faible ou nul lorsqu'ils sont comparés les uns aux autres, à l'histoire naturelle ou aux interventions placebo. Il est également clair que les récidives ne sont pas prévenues par les interventions qui ont été étudiées jusqu'à présent. Certains traitements fonctionnent pour certaines sous-catégories du spectre non spécifique, mais pas pour d'autres. Différents traitements conviennent à d'autres sous-catégories, et de nombreux traitements ne fonctionnent pas du tout. Lorsque les statisticiens condensent les résultats en valeurs moyennes, les bons et les mauvais résultats s'annulent mutuellement. Et comme le disait Ayn Rand, le noir et le blanc se perdent également dans le gris de la situation. C'est ce que Vantelde nous a dit en 1999 et c'est ce que les revues systématiques et les méta-analyses nous disent depuis lors. Comme quelqu'un l'a déjà dit, à tort attribué à Albert Einstein, la folie, c'est de faire la même chose encore et encore en s'attendant à des résultats différents. Le concept de non-spécificité est un vestige des années 1980 et l'obsession du monde pour la chirurgie et les chirurgiens, qui sont toujours considérés comme étant au sommet de l'arbre de la connaissance par les non-médecins. Que pouvons-nous faire pour mettre fin à cette folie académique ? Peut-être devrions-nous commencer par ici. L'essai contrôlé randomisé, ECR, est la norme acceptée pour évaluer l'efficacité d'un traitement donné. J'ai reproduit ici le diagramme de flux de la déclaration consort de 2010, qui est le protocole de conception d'ECR internationalement accepté.
À mon avis, la faiblesse de tous les traitements étudiés pour les douleurs lombaires non spécifiques commence dès l'étape de l'inclusion. Ce modèle est dérivé de la recherche pharmacologique, où un processus de maladie spécifique est traité avec une molécule spécifique et comparé à un placebo ou à une molécule différente. On ne peut pas simplement transférer cette structure d'ECR aux douleurs lombaires et aux interventions pour les douleurs lombaires simples. Comme je l'ai dit, les douleurs lombaires ne sont pas une de maladies spécifiques ou uniques et n'ont jamais été considérées comme telles. Par conséquent, l'inscription de patients souffrant de douleurs lombaires non spécifiques dès le début de ce paradigme de recherche produira inévitablement des résultats non spécifiques. Ordure en entrée, ordure en sortie. L'hypothèse d'homogénéité de l'échantillon et du traitement est implicite dans la structure de l'ECR, il est donc important de réaliser que cette hypothèse est automatiquement violée en inscrivant des patients souffrant de douleurs lombaires non spécifiques. Nous devons nous débarrasser de ce concept non spécifique en tant que sujet de recherche et commencer à identifier des cohortes de patients présentant des sources spécifiques de nociception connues grâce à des normes de référence ou de critères de diagnostic. Nous devons savoir ce que nous traitons. Nous savons que ce n'est pas facile, compte tenu du nombre relativement faible de médecins intéressés capables de réaliser des interventions diagnostiques de référence. C'est pourquoi nous devons mener des recherches sur la précision diagnostique afin d'identifier les prédicteurs des procédures de référence ou de critères. Il est de mon avis que l'avenir à moyen terme de la recherche sur les douleurs lombaires doit consister à identifier des groupes, ou clusters, de variables issues des caractéristiques des patients, ayant la capacité d'identifier des sous-ensembles connus du spectre des douleurs lombaires non spécifiques. Ce n'est pas une idée nouvelle, et je ne prétends certainement pas l'avoir inventée. C'est ce que les cliniciens experts font depuis près de 100 ans. Ces groupes de variables issus de données démographiques, d'antécédents médicaux et d'examens physiques ont également reçu des noms. Par exemple, le syndrome radiculaire consiste en un ensemble de constatations cliniques, un signalement de douleur radiculaire qui peut être identifié à partir d'un schéma de douleur, une radiculopathie est identifiée par un examen de dépistage neurologique recherchant principalement un déficit moteur segmentaire, une perte significative d'un réflexe ostéotendineux, et des tests de tension nerveuse provoquant la douleur radiculaire. La sténose spinale symptomatique est un syndrome qui identifie une affection qui touche principalement les personnes âgées, qui décrivent des symptômes semblables à ceux de la queue de cheval, sans début aigu ni preuve de hernie discale massive. De plus, les symptômes se manifestent de manière caractéristique. Le modèle classique de claudication neurogène est distinguable de la claudication décrite par les patients atteints de maladies vasculaires artérielles. De plus, une radiographie de routine peut généralement exclure la sténose spinale lorsque les changements dégénératifs sont légers ou même modérés. Pratiquement tous les patients atteints de sténose spinale symptomatique confirmée présentent des changements dégénératifs avancés visibles sur une simple radiographie. Ce ne sont là que quelques exemples de groupes de tests intégrés dans notre formation standard en orthopédie et en neurochirurgie, et qui sont enseignés à tous les médecins, physiothérapeutes, chiropracteurs et ostéopathes. Comme vous le savez probablement, je peux affirmer avoir contribué aux preuves de ce que l'on pourrait appeler un syndrome de douleur de l'articulation sacro-iliaque. Ces patients présentent une douleur prédominante au niveau du parasacrum ou des fesses, en l'absence de preuves d'un syndrome radiculaire, et chez les patients dont les symptômes ne peuvent pas être centralisés à l'aide de l'évaluation des mouvements répétés de Mackenzie, et dont la douleur principale peut être déclenchée ou augmentée par au moins 3 tests de provocation de l'articulation sacro-iliaque. Les patients présentant cet ensemble de signes cliniques ont une forte probabilité de satisfaire à la norme de référence internationalement acceptée pour la douleur intra-articulaire de l'articulation sacro-iliaque, qui consiste en des blocs diagnostiques contrôlés et guidés de l'articulation sacro-iliaque. Nous avons également publié 2 articles sur les prédicteurs des blocs des articulations facétaires lombaires. L'un était un test d'un modèle précédemment proposé par le Dr Revel et ses collègues français. Malheureusement, nous n'avons pas pu reproduire leurs résultats. Cependant, nous avons effectué notre propre analyse de notre cohorte assez importante de patients subissant des blocs anesthésiques des articulations facétaires, et les résultats ont été publiés en 2006. Les variables que nous avons trouvées utiles étaient les suivantes. Âge de plus de 50 ans, symptômes principalement en marchant ou en restant assis, emplacement de la douleur décrit comme unilatérale au début, résultats positifs au test d'extension-rotation,
La douleur ne peut pas être centralisée en utilisant le protocole de test de mouvement répété de Mackenzie. Malheureusement, jusqu'à présent, personne n'a tenté de reproduire, de contester, de réfuter ou de valider nos résultats. Il est grand temps que cela soit fait. Ce que nous avons découvert, c'est que différentes combinaisons de ces variables présentent une sensibilité ou une spécificité élevée pour un bloc anesthésique des articulations facétaires lombaires en tant que test de dépistage. Voici le point que je souhaite souligner maintenant. Si vous pouvez prédire un test de référence positif ou négatif, il n'est pas nécessaire de faire subir aux patients des tests coûteux et invasifs. À mon avis, la reproduction, la réfutation, la validation ou l'amélioration de ces règles de prédiction clinique, ainsi que le développement de nouvelles règles, représentent l'avant-garde de la recherche sur les douleurs lombaires pour les physiothérapeutes. C'est ainsi que nous échappons aux limitations du concept de douleur lombaire non spécifique. Pour conclure, je crois que nous avons atteint un stade avancé dans le développement de notre compréhension des origines nociceptives et des causes des douleurs lombaires. Les diagnostics cliniques ont évolué à un niveau où nous pouvons abandonner le nihilisme diagnostique et thérapeutique. Nous devrions maintenant rejeter l'idée de la douleur lombaire non spécifique comme une expérience ratée. Le diagnostic est possible pour la majorité des cas grâce à des procédures et des protocoles de médecins spécialistes peu invasifs et coûteux, mais il n'est pas nécessaire pour une grande proportion des patients vus en soins primaires et secondaires. Le diagnostic clinique à partir d'informations facilement disponibles, ainsi qu'une bonne histoire clinique et un examen physique, est déjà suffisant pour commencer à classer les patients en sous-groupes patho-anatomiques dans le spectre des douleurs lombaires. Ce n'est pas parfait et cela ne le sera probablement jamais, mais c'est suffisant pour guider l'utilisation d'interventions diagnostiques de référence et de protocoles de traitement. Les méthodes utilisées pour le diagnostic de référence et le diagnostic clinique sont scientifiques et reposent sur une base scientifique solide, qui s'est développée au cours des 30 dernières années. Je vous exhorte à apprendre comment classer vos patients souffrant de douleurs lombaires de cette manière. Nous pouvons le faire avec un certain degré de confiance, et sans prétention à l'omniscience. Les patients veulent souvent connaître la source et la cause de leur douleur. Pouvoir expliquer les raisons probables de la douleur en réponse à cette question légitime est d'une grande valeur pour le patient et pour vous en tant que clinicien. Bien que nous n'ayons pas beaucoup de traitements ayant fait leurs preuves pour de nombreuses sous-catégories que nous savons désormais exister dans le spectre des douleurs lombaires, nous en savons assez pour adapter nos traitements de manière appropriée et scientifique. Les méthodes de diagnostic clinique que vous pouvez apprendre peuvent également orienter vos recommandations à vos patients et à vos collègues cliniciens lorsque des interventions diagnostiques plus invasives et coûteuses sont nécessaires. Je crois que nous pouvons affirmer avec une certaine confiance qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Nous n'avons plus à essayer d'expliquer aux patients qu'il n'y a pas de cause connue à leur douleur lombaire. Nous pouvons envisager l'avenir où la technologie et les méthodes auront été explorées par de nouveaux paradigmes de recherche, qui pourraient nous fournir des options de traitement beaucoup plus ciblées et spécifiques pour les patients ayant des causes spécifiques de douleurs lombaires au sein de structures vertébrales spécifiques. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager cette présentation aussi largement que vous le souhaitez, mais veuillez ne pas la modifier et veuillez reconnaître la source des idées. Il existe des cours en ligne en anglais adaptés aux étudiants, aux nouveaux diplômés et aux cliniciens expérimentés. Ces cours, ainsi que de nombreux autres, sont disponibles sur The Physio Academy, en anglais, Agence IBP, en français, www.agenceibp.com/e-learning Marc Laslett Diag Lambert, Agencia IBP, en espagnol, www.agenciaibp.com/Marc Laslett. Seuls les cours les plus avancés ont été traduits dans d'autres langues comme l'espagnol et le français. On espère qu'un jour tous les cours du Dr Laslett seront disponibles dans d'autres langues majeures. Marc Laslett est prévu pour voyager en France, en Allemagne et au Danemark au printemps 2024, donc il y a l'opportunité d'assister à des cours en personne. Vous aurez ainsi l'occasion de rencontrer Marc Laslett, et si vous avez suivi le cours en ligne, vous aurez beaucoup d'opportunités pour poser autant de questions que vous le souhaitez. Lors de ces cours, il donnera quelques conférences, mais la majeure partie du cours se concentrera sur des ateliers pratiques et des sessions de questions-réponses. Parfois, il verra également un ou deux patients si cela peut être organisé par les organisateurs du cours. Si vous êtes intéressé à participer à l'un de ces cours, veuillez contacter France, Allemagne, Danemark.
Je vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir et peut-être aurez-vous l'occasion de rencontrer Marc Laslett en 2024.